Absolument, comme l'a dit Muriel, c'est bien la façon dont nous allons vivre collectivement et de façon la plus coopérative possible ces événements qui fera la différence. Pour cette première séquence, nous sommes avec le chef d'orchestre de cette matinée, Pascal Kay, qui nous a rejoint, directeur délégué à l'économie sociale et solidaire et aux dynamiques des territoires pour le groupe La Poste. Merci d'être avec nous. Cécile Leclerc est également à cette tribune, directrice générale de l'Avise, et Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Et nous allons commencer justement par avoir cette photographie partenariale, puisque c'est bien l'objet du Rameau, qui est un laboratoire d'innovation partenariale, à la fois observatoire national des partenariats, centre d'expérimentation, lieu de réflexion prospective. Et alors moi j'aime bien cette image, véritable stimulateur d'alliance. Eh bien vous allez nous stimuler, Charles-Benoît Hetzig, pour démarrer cette matinée. Coopération et co-construction, d'ailleurs c'est bien, il me semble, et je crois que vous partagez, la seule voie possible pour faire face à tous ces défis colossaux qui sont tant socio-économiques qu'environnementaux. Alors tout le monde parle de coopération aujourd'hui, voilà, on a ça sur toutes les lèvres, mais pourtant, combien la mettre réellement en œuvre, vous qui avez cet observatoire? Alors, c'est une très bonne question, puisque en fait, c'est la question que les pays du Sud ont posée au monde entier lorsqu'ils ont exigé en 2015, au moment de la signature des objectifs de développement durable, qu'il y ait un 17e objectif qui soit l'ODD 17, de dire comment on va faire tout ça. Et depuis 5 ans, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et l'Observatoire des partenariats, nous avons mené une étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle de la France et des territoires. C'est la première étude d'impact au niveau d'un pays, au niveau mondial. Et au moment où le gouvernement vient de s'engager pour faire une revue des objectifs de développement durable en 2023, c'est intéressant de voir qu'on commence par le comment on va faire avant d'avoir les résultats sur les objectifs, sur les 16 autres objectifs. Alors, quels sont les enseignements de cette étude d'impact? 3 éléments importants. D'abord, nous sommes passés de 2015 à 2022 d'un devoir d'alliance à une envie d'alliance. Aujourd'hui, 80% des Français, 92% des maires, 84% des dirigeants d'entreprise et 97% des dirigeants associatifs déclarent que c'est une véritable nécessité de faire ensemble, de jouer collectif. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, et c'est peut-être ce qui change depuis les études qui ont été menées depuis 2008, c'est que l'enjeu est à la fois de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux moteurs de développement économique durable. Autrement dit, une forme de réconciliation entre économie et intérêt général, ce qui est bien évidemment un élément très nouveau en France, et quelque part, non pas par devoir, mais par envie. Ça, c'est le premier enseignement, et plutôt une bonne nouvelle qui nous vient des territoires. Et c'est la deuxième question, le deuxième enseignement, c'est le besoin de méthodes dont les collectivités territoriales nous déclarent à corps et à cri vraiment l'importance. Quand on questionne les élus locaux, et particulièrement les maires, dans les mêmes études, grosso modo, un tiers nous dit on a déjà commencé à mettre progressivement cette co-construction, 40% nous disent c'est vraiment en émergence, et puis 20% c'est encore très très loin de nous, et pourtant 64% des maires veulent le mettre en œuvre dans le cadre de leur mandat. La question c'est comment fait-on ? Et je pense que ma voisine ne rechignera pas au fait de dire que inventer l'ingénierie qui va permettre d'associer ingénierie publique et privée est un élément absolument essentiel aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que demandent les élus locaux. Vous avez peut-être suivi la demande de l'ANPP territoire de projet avec le 1% d'investissement dans l'ingénierie territoriale. Nous étions à Figeac la semaine dernière pour pouvoir justement porter ce sujet-là. Il y a une vraie question, comment nous savons investir dans l'ingénierie au plus près des territoires. Et puis le troisième élément, c'est le développement réel et diverses de ces pratiques de terrain. Si je ne prends que les entreprises, nous sommes passés de 36% des entreprises en 2015 qui avaient ces partenariats dits sociétaux, dans la diversité de ces partenariats, à 57% en 2021, ce qui montre bien que c'est par la pratique de terrain que les choses se jouent, beaucoup plus que par les mots ou par les lois, c'est par les actes que se met en place cette diversité-là. Je finirai simplement pour dire que Muriel Barnéou co-préside avec Luc Bellière, un dirigeant d'une PME territoriale à Montargis, le groupe de travail entreprises et territoires de l'Ors, parce que nous avons voulu explorer réellement la diversité des catégories de partenariats, pratiques responsables, coopération économique, innovation sociétale et mécénat, en montrant l'articulation qu'il nous faut inventer. Beaucoup trop souvent, on a dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait
fait en termes de pratiques responsables, ou en termes de coopération économique, ou en termes de mécénat, ou en termes d'innovation sociétale. Mais quelque part, dans le territoire, dans l'organisation, et plus elle est petite, plus c'est le cas, si on n'a pas une vision systémique, c'est-à-dire de l'ensemble, on est incapable de pouvoir finalement appréhender les choses. Donc on vient de parler des territoires, on vient de parler des acteurs. Je voudrais finir pour faire une transition avec ma voisine, bien évidemment, de domaine et l'interaction dans les domaines, et redire qu'en 2008, la première étude que nous avions lancée pour lancer l'Observatoire des partenariats avait été à la fois une étude auprès des Français et à la fois une étude sur les différents secteurs que nous avions menée avec la VISE, et ça me fait très plaisir qu'on soit là pour en parler quelques années après. Alors, merci beaucoup Cécile Leclerc. Donc, la VISE, c'est une agence qui œuvre depuis 20 ans à développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale en France et aussi en Europe. Vous outillez, vous orientez les porteurs de projets justement pour lever ces freins. Il y a l'envie, mais comment y aller? C'est bien tout l'objet de la VISE. Quelle est la place de la coopération au sein des projets que vous accompagnez aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que ces projets fonctionnent justement? Merci. Peut-être il faut déjà redire que l'économie sociale et solidaire, par définition, elle s'intéresse à tous les termes du titre de la conférence, parce que une association, c'est des acteurs qui s'associent pour coopérer. Une coopérative, c'est des acteurs qui coopèrent ensemble. Une mutuelle, ils mutualisent des choses. Donc on est bien dans des enjeux de jouet collectif, dans la définition et l'essence même des structures de l'économie sociale et solidaire. On est bien dans l'enjeu des territoires, parce qu'on parle d'une économie de proximité. Et c'est des acteurs qui cherchent à répondre à des besoins sociaux, sociétaux mal couverts. Et donc on est bien dans des enjeux d'innovation sociale au quotidien pour mieux répondre aux enjeux d'utilité sociale. Au-delà du fait qu'on est déjà dans des acteurs, et du coup c'est tout l'intérêt de l'Alliance Dynamique tournée vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc on est déjà dans des dynamiques collectives, depuis plusieurs années, on voit que pour réussir ces coopérations, on a quand même besoin, et on le disait tout à l'heure, d'ingénierie de coopération dédiée pour favoriser l'émergence d'innovation sociale sur les territoires. Et on peut citer aujourd'hui 3 outils qui du coup se sont progressivement structurés pour favoriser la rencontre des acteurs, privés, publics, citoyens, habitants. On peut parler des pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, qui sont inscrits dans la loi de 2014 relative à l'ESS et qui permettent à des alliances d'acteurs de la recherche publique, privée, ESS, citoyens, de se réunir pour répondre à un défi commun, donc un défi, un besoin sociétal, et pour répondre par de l'innovation sociale, en mettant en commun des moyens, des ressources, des idées, et du coup en construisant ensemble une réponse collective. Et aujourd'hui, c'est une dynamique qui est en partie soutenue par le gouvernement, par la voie d'appels à projets et d'un bouquet de services offerts à ces dynamiques coopératives. On peut également parler des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qui du coup sont un des statuts entre guillemets juridiques de l'économie sociale et solidaire et qui permettent à tous les acteurs, que ce soit une grande entreprise, une collectivité territoriale, de devenir sociétaires et du coup de répondre à un enjeu territorial en générant des réponses, en étant réellement associés à ces dispositifs. Et donc là, on est bien sur 2 dispositifs. On va répondre à une problématique particulière du territoire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a aussi besoin, pour générer de l'innovation sociale sur les territoires, d'avoir des dispositifs pérennes, qui du coup se pose globalement la question du territoire et de l'innovation sociale sans avoir, parce que la SIC elle va être concentrée par exemple sur un enjeu de développement d'un circuit court alimentaire sur le territoire, enfin ils vont avoir des objets bien précis. Et à la VISE notamment, depuis plus de 12 ans, on anime le réseau des fabriques à initiative, qui pour le coup est un dispositif qui ne part pas d'un besoin social particulier du territoire, mais c'est dit, sur le territoire on a tout un tas d'acteurs, dont la Poste, dont les collectivités territoriales, dont les acteurs, encore une fois, privés d'ESS, qui, tous les jours, repèrent des besoins sociaux qui sont mal couverts, qui, tous les jours, se disent c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de réponse d'innovation sociale et de manière entrepreneuriale. Donc, comment est-ce qu'on favorise l'émergence d'ESS sur le territoire, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas, demain, dirigeants, porteurs de projets. Et la Fabrique à initiative, c'est un dispositif, il y en a une trentaine sur tout le territoire français, où on réunit ces acteurs pour poser le constat du besoin mal couvert, pour imaginer une réponse d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat de territoire, pour en faire l'étude de faisabilité, opportunité, quasiment le business plan. On n'a toujours pas le dirigeant là. Et pour, in fine, une fois qu'on se dit que la réponse elle, est viable en termes économiques et elle répond bien aux besoins sociaux,
aller rechercher le dirigeant, aller rechercher le partenaire qui peut porter cette réponse d'innovation sociale sur le territoire. Et donc là, on est vraiment dans un dispositif d'ingénierie de coopération. Le métier, c'est de faire de l'ingénierie de coopération pour favoriser l'entrepreneuriat de territoire et donc permettre des coopérations fructueuses. Alors très rapidement, parce que le temps file et vous allez voir que ça va être un peu le credo de toute la matinée, certains pourraient penser justement qu'ils n'ont pas accès ou ils n'ont pas forcément la taille nécessaire pour aller dans ces projets de coopération au sein de tout ce que vous venez de citer, là, les fabriques initiatives, les PTCE par exemple. Charles Benoît, que leur répondre à ces territoires ? Alors, en fait, il existe des solutions adaptées à la taille des territoires. Et je pense qu'il faut qu'on ait vraiment cette logique-là. Le territoire avec un grand T est aussi absurde que l'entreprise avec un grand E. La réalité d'une TPE, d'une PME, d'une ETI et d'une grande entreprise n'est absolument pas la même, et donc la solution ne peut pas être la même. On a exactement la même chose, et ça l'étude auprès des élus locaux le montre bien, une collectivité de moins de 2000 habitants, 2000, 20 000, 20 000, 50 000 et au-dessus de 50 000 n'est pas du tout la même réalité. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on invente finalement des solutions qui correspondent à ces sujets-là. La première, c'est d'abord d'écouter ce qui se passe, parce qu'on a un peu tendance à Paris quand même à débarquer sur le territoire en pensant qu'on va arriver avec des solutions absolument génialissime, alors qu'en fait les solutions elles existent déjà en territoire. Simplement nous ne sommes pas en capacité de les écouter. Et comme on veut moyenniser, on va se dire mais cette solution-là, elle est beaucoup trop petite, elle n'a pas de sens. Elle ne va pas pouvoir être déployable. Toutes les solutions n'ont pas besoin d'être déployées. Si elle répond ici et maintenant à une solution, c'est un élément très important. Donc écoutez ce qui existe. Cécile vient de rappeler l'importance d'articuler ingénierie publique et ingénierie privée, et puis valoriser la diversité des sujets. Vous savez, c'est comme en sport. Si on dit que pour être bon au sol à perche, il faut sauter de 6 mètres comme Renaud Lavillani, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui va réussir à passer le cap. Si on dit qu'au contraire, c'est la diversité des solutions et qu'on soit de 70 cm, 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres ou 6 mètres, c'est ensemble qu'on va réussir l'ODD 17 en pratique, et bien là, ça change tout. Donc changeons notre regard, sortons de la vitrine absolument magnifique mais qui a mis 30 ans pour être construite avec des énergies qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs, et montrons qu'en France c'est déjà une réalité, c'est vraiment ce que l'étude d'impact que nous avons réalisée montre aujourd'hui. Simplement il faut que nous changions de regard et que nous soyons aussi attirés par Renaud Lavillani parce que nous avons la chance d'avoir des gens qui sautent le 6 mètres, mais que nous valorisions aussi ceux qui sautent à 70 cm, parce que c'est aussi ça la réalité de nos territoires, c'est aussi ça l'Alliance Dynamique, et c'est peut-être ce que l'Alliance Dynamique a réussi à valoriser, ce que les autres n'ont pas réussi à valoriser, et c'est en cela que l'Alliance Dynamique est très différente de ce qu'on peut connaître partout ailleurs en France. Eh bien, formidable, Cécile Leclerc. Juste pour terminer, comment vous voyez justement le rôle alors peut-être pour rebondir, et aussi le rôle de la Poste dans toute cette dynamique de coopération? Alors pour rebondir, comme on n'a pas le temps, nous on a publié un guide, je ne dirais pas tout ce que je devais dire, on a publié un guide justement sur comment accompagner le développement de l'innovation sociale sur les territoires, qui est accessible en ligne sans aucun souci sur le site de l'Avise, où justement on est parti d'un programme sur les territoires fragiles ruraux, et sur lequel on s'est concentré sur les zones blanches, sur lesquelles il n'y a pas toute l'ingénierie de coopération dont on parlait, et on a lancé des expérimentations pour justement, avec très peu de moyens, parce qu'il y avait 7 000 € par territoire, pour voir financer et accompagner le développement d'ingénierie de coopération qui favoriserait du coup ces alliances, et on en a fait un retour d'expérience très positif avec 21 cas et énormément du coup de retours méthodaux accessibles à tout le monde. Donc comme ça me permet de répondre. Et par rapport à la Poste, non, peut-être dire que autre chose, l'évidence de l'ancrage territorial de la Poste et du coup de l'importance de son implication dans ces coopérations territoriales au regard des besoins sociaux à couvrir, et de dire que je citais tout à l'heure l'exemple des fabriques à initiative, la Poste est déjà impliquée ponctuellement sur certains territoires. J'ai 2 exemples en tête, un à Marseille avec Intermet qui porte une fabrique à initiative, et un à Lyon avec le 107 qui porte cette fabrique à initiative, où du coup la Poste a vraiment joué le jeu de se mettre autour de la table avec l'ensemble des acteurs publics et privés et associatifs, de se poser la question, en l'occurrence à Lyon, d'un tiers-lieu et de comment on peut y mettre un relais Poste, etc. Et au bout de plusieurs années, parce que c'est jamais des projets simples, on est parti d'un arrondissement, on est arrivé visiblement à un autre, mais ça y est, il y a un local et il y a un vrai projet de territoire avec un Fab Lab, avec de la médiation numérique et avec un relais Poste. Et encore une fois, on voit bien que c'était très important au départ de ne pas partir avec une idée reçue. Je rejoins le fait que l'innovation
l'innovation sociale, elle ne se duplique pas à l'identique partout, mais de travailler avec l'ensemble des acteurs, et c'est fait. Alors après, ça pourrait être fait de manière encore plus large et plus structurée, mais il y a déjà des initiatives très intéressantes avec La Poste. Merci beaucoup. On aura plein d'exemples tout au long de la matinée. Pascal, il va être très synthétique parce qu'en fait, on a terminé le temps de la séquence là. Donc, que retenir de façon très très rapide sur cette année 2022? Alors, de façon très rapide, moi, ce que je retiens, si vous voulez, c'est l'énergie positive qu'on a mis pour développer l'alliance dynamique. Voilà. On a à la fois, et ça c'est vraiment très bien, beaucoup plus de postiers qui sont engagés et surtout qui ont l'intérêt de travailler avec l'ESS, et également donc beaucoup plus de structures et d'associations qui nous rejoignent pour agir ensemble en fait et créer cet impact positif qu'on appelle tous de nos voeux dans les territoires. Et ça marche. Hein. On a cette année donc plus de 200 nouveaux partenariats qu'on a engagés, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Et je voudrais juste rappeler, en fait, l'ambition de l'Alliance Dynamique, c'est quoi finalement? C'est simplement d'aller développer des partenariats locaux autour de nos 4 engagements, qui sont de promouvoir et de développer la cohésion des territoires, de favoriser l'inclusion sociale, l'inclusion numérique et aussi d'œuvrer pour les transitions écologiques. Et si je vais retenir 2 choses de l'année 2022, parce que le temps est très court, c'est 2 domaines d'action sur lesquels nous avons, à mon sens, beaucoup progressé. D'une part, l'inclusion numérique, et d'autre part les lieux partagés. L'inclusion numérique, on a déployé 2 programmes, étape numérique et conseiller numérique, sans ressources, sans lieu, pour former les clients et les citoyens aux usages numériques du quotidien. Nous avons également lancé un programme de dons d'équipements reconditionnés La Poste et plus de 1000 ordinateurs qui seront distribués aux associations pour équiper leurs bénéficiaires. Les lieux partagés, on a bien progressé sur les relais postes ESS. On en parlera d'ailleurs dans la table ronde suivante. On en avait 20 il y a 3 ans, on en aura plus de 80 cette année. Également un format innovant en zone urbaine qui est Place des Services, qui est une conciergerie d'hyper-proximité. Et ce qui est très intéressant, et c'est surtout ça sur ce point que je voudrais insister, c'est que finalement les services qu'on a proposés sur ces points de contact multiservices, on l'a fait en amont avec les élus locaux, avec les associations sur lesquelles on a cherché des solutions et surtout quel type de service en fait on pourra apporter en réponse aux besoins des citoyens. Et c'est ça l'innovation sociale. Voilà, c'est 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais faire court. Et on va en voir alors, plein dans la matinée. Alors, votre rêve pour 2023, rapidement pour conclure, et les quelques priorités. Bah oui. Allez, Pascal. Alors, mon rêve pour 2023, on continue dans un quotient d'énergie, puis peut-être une pointe d'audace en plus, parce qu'on a un rôle de défricheur, moi j'en suis convaincu. Et là, je vais me permettre de citer Charles Benoît, qui nous dit très souvent que les partenariats multi-acteurs dans les territoires, c'est long, c'est compliqué. Savoir faire sortir en fait de ses habitudes, de ses certitudes. Il faut accepter aussi de mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément celles qu'on avait imaginées au départ. Donc en bref, c'est faire ce point de côté, un peu out of the box, et c'est ça moi que j'appelle un peu plus d'audace. Voilà, et simplement vous dire qu'on a une feuille de route voilà, qui est structurée. On aura 4 objectifs l'année prochaine. Le premier, c'est de développer les initiatives locales en s'interfaçant encore mieux avec les écosystèmes territoriaux. La fabrique d'initiatives, on a vu effectivement quelques initiatives qui démarrent, il faut qu'on essaime partout. Justement, la deuxième priorité, c'est d'essaimer. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Karine, mais il y a 1 an, à même date, nous avions présenté en fait le projet de portage de repas sur les ADMR du Vaucluse. Eh bien, sachez que depuis, voilà, nous l'avons déployé dans 8 départements. C'est 1,5 million de repas par année qui vont être distribués aux seniors et parfois dans des zones très reculées. Donc, vive la Poste et l'ADMR. Vous voyez l'impact que ça peut représenter quand on essaime. Troisième priorité, c'est innover. Et donc là, nous lançons 3 nouveaux programmes pour 2023. Un programme immobilier inclusif. Nous avons donc plusieurs centaines de sites à la Poste, locaux, qui sont actuellement inoccupés et qu'on souhaite transformer vers des usages inclusifs qui pourraient être des logements à loyer modéré pour des apprentis ou des seniors, des résidences d'artistes, voire des tiers-lieux. Deuxième programme. Là aussi, ça touche l'immobilier et c'est dans un autre domaine, c'est le curage et le réemploi de matériaux de construction dans le cadre de réhabilitation de sites postaux. Voilà. Et donc nous allons créer, c'est ça l'innovation, un consortium d'acteurs d'insertion par l'activité économique pour opérer ces chantiers, avec un premier qui a démarré à Châlons-en-Champagne. Je ne vous dirai pas le troisième parce que, mon temps est compté. Mais je voudrais juste terminer, si vous voulez, pour remercier chaleureusement en fait, tous nos partenaires présents et puis qui nous regardent aujourd'hui par vidéo. Moi, je suis très admiratif de l'engagement qui est le vôtre pour retisser du lien social dans les territoires. Et puis, je voudrais également saluer toutes les équipes des délégations régionales du groupe parce que finalement, c'est vous qui œuvrez au quotidien, qui jouez ce rôle d'interface entre les associations, entre nos collègues postiers
dans les branches, et puis aussi les élus locaux qu'il ne faut pas oublier, pour tout simplement faire vivre, faire durer ces partenariats et les faire vivre, les faire grandir, quoi. Donc la dynamique, c'est vous qui finalement l'a fait vivre et qui l'a développé au quotidien. Voilà. Donc merci à tous. Merci.